Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, à la Mentalité verte, on va parler de drones. Les drones, c'est une technologie en voie de développement qui est en train de se déployer un peu partout à travers le monde. Et bien sûr, comme on s'intéresse à l'environnement, mais il y a beaucoup d'avantages que les drones peuvent apporter à la protection de l'environnement. Et j'ai moi-même dernièrement complété mon permis de drone opération complexe il y a même pas 2 semaines. Et c'est quelque chose que j'apprécie faire de la photographie, surtout des paysages avec des drones. Et il y a quelques semaines, je suis allé à la ville de Scott où la compagnie Drone Expert faisait une démonstration de ce qu'ils appellent un DJI Agros 100. Donc c'est un drone pour l'agriculture qui peut arroser les produits sur les champs, même semer les champs. Et c'est une technologie qui est intéressante, qui permet certains avantages environnementaux. Donc aujourd'hui, je suis joint par Brian Demers, qui travaille pour Drone Expert, une compagnie de la région de Québec, qui offre des conseils et qui vend des produits, je pense aussi pour des drones. Puis on a décidé de l'inviter pour justement parler de toutes les applications concernant l'environnement pour des drones. Donc bonjour Brian, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alex. Merci pour l'invitation. C'est très gentil. Super. Donc, je voulais savoir, c'est quoi le plus grand avantage pour la technologie drone quand on parle d'environnement? Ah, c'est à bien des égards. En fait, le drone, il faut comprendre que c'est un véhicule. Puis, sur ce véhicule-là, on peut attacher tout type de capteurs. Donc, il y a nécessairement des capteurs qui sont déjà utilisés pour les sciences de l'environnement. Mais jusqu'à récemment, ça n'avait pas été adapté sur drone et c'est la notion là, d'embarquer sur drone qui va offrir des nouvelles avenues, en fait, qui va offrir de l'efficacité parce que, disons que, prenons par exemple, à des milieux humides. Donc, si un technicien d'environnement doit aller recenser ce qu'il y en est d'un milieu humide, ben nécessairement, il doit s'aventurer sur le site. Bon, ça va être des plans d'eau, ça peut être marécageux et ça peut prendre un certain temps. Versus avec le drone, ben, on va couvrir plus grand, plus rapidement. Ça l'ouvre la porte finalement disons, à bien des nouvelles utilisations, pas qui étaient impossibles, mais peut-être trop laborieuses. Et avec le drone, ben, maintenant, on peut en faire un peu plus. Mais essentiellement, c'est des capteurs embarqués par drone. Et euh, je vous dirais qu'à ce sens-là, là, ça peut partir dans toutes les directions, mais en environnement, ça peut être des fois par rapport à ce qui va être les sciences de l'eau, les courbes de niveau, donc où l'eau va ruisseler, les bassins versants, ces choses-là. Ça peut être aussi donc au niveau de la végétalisation, la réhabilitation des fois de sites miniers. On peut voir l'évolution de la végétation, faire le suivi de berges, ça peut être bien des choses, mais essentiellement, c'est toujours l'efficacité qu'amène le drone là, qui amène une perspective intéressante. Hmm. Ben, je pense que beaucoup de gens ils savent que tu sais on peut mettre une caméra sur un drone puis on peut Absolument. aller voir des endroits qu'on n'avait pas nécessairement accès. Mais quels sont les capteurs principaux que les gens utilisent pour l'environnement? Pour l'environnement, ça peut être des fois juste simplement les capteurs photo traditionnels, donc en rouge, vert et bleu, pour de la prise de photos spontanées, sporadiques, dans des phases de documentation. Mais au niveau des spectres de la lumière, il y a les caméras qu'on appelle multispectrales. Donc, finalement, c'est le même principe qu'une caméra, mais qui va aller chercher le spectre de la lumière, des bandes précises qui vont nous permettre de faire des corrélations entre la donnée puis dégager certains indices par rapport à la santé de plants ou leur niveau de stress. Donc le but ultime sera un jour de se servir de ces caméras-là et pouvoir faire de la caractérisation peut-être en temps réel ou post-production, c'est-à-dire l'exemple serait on survole une forêt mixte puis basé sur le retour spectral, multispectral d'une plante, être capable de déterminer, elle est composée à 30% d'espèces, faire du dénombrement d'individus, là, chose qui, à ma connaissance, n'est pas encore possible, mais bien des gens y travaillent là, à développer des algorithmes. Hmm. Ah, c'est très intéressant. Puis j'imagine il y a des gens qui font des échantillons d'eau dans les cours d'eau avec des drones. Ça se fait-tu? Euh, euh, pour notre part, nous, on a travaillé sur un produit là, donc qui est à vocation d'être embarqué sur drone, un échantillonneur d'eau, ni plus ni moins. Est-ce que ça se fait à grande échelle? Il y a ce qu'on appelle dans le jargon là,
des sleeves, là, donc hydrosleeve, c'est finalement on prend un échantillon d'eau, c'est un échantillon unique, ça peut se faire comme ça, mais pour notre part, on a adapté là, un carrousel, donc c'est 6 échantillons qu'on peut prendre par vol avec le géoréférencement. Ça doit se faire, mais pas encore à grande échelle, disons-le. Hmm. Fait que ça, j'imagine l'utilisation de ça, c'est quand il y a des cours d'eau qui sont pas faciles d'accès, on peut envoyer le drone à la place. Essentiellement, c'est aussi des fois des risques de contamination. Oui, il y a les risques inhérents là, d'avoir à amener une chaloupe sur le bord d'un cours d'eau qui peut ne pas nécessairement être accessible facilement. Euh, bon, à ce niveau-là, le drone peut aider assurément. Mais aussi, la méthode traditionnelle implique carrément d'aller remplir des bouteilles en chaloupe, si on veut. Donc, il y a toujours le risque de contamination humaine des échantillons. Puis là, ben, le drone sert nécessairement à éviter là, ou à réduire le plus possible ces risques de contamination-là. Ah oui, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je fais parfois des échantillons d'eau pour une association de lacs, puis Mhm. justement, on les fait en chaloupe, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une contamination qui vient de la chaloupe et de la personne qui prend les échantillons. Fait que j'avais pas Mhm. réfléchi à cette application-là. Mais c'est intéressant. Puis, j'imagine aussi, il y a le côté sensibilisation. Tu sais, moi, j'aime bien utiliser des drones pour montrer des coupes à blanc, par exemple, Mhm. comme qu'on a vu un peu plus tôt sur cette émission dans le nord du Québec, là, avec le projet de loi 97. Je suis Mhm. monté là-bas, puis on a pu capter les images là, tu sais, de coupes à blanc, puis les diffuser sur Internet pour sensibiliser un peu les gens à ce qui est en train d'arriver dans nos forêts. Fait que c'est intéressant comme ça. Puis j'imagine aussi pour, mettons, pour compter les animaux, pour prendre l'inventaire des orignals ou des chevreuils, des choses comme ça. J'imagine avec une caméra thermique, c'est possible de faire un recensement comme ça. C'est que, on va dire, la théorie voudrait que oui. Mais en pratique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir des marges d'erreur parce que, à moins d'avoir un algorithme, donc à l'aide de l'intelligence artificielle, disons que les usages du drone actuel vont bénéficier de l'intelligence artificielle à terme, puis c'est vers là que ça va. Mais le défi serait finalement de le faire manuellement. Donc, ça prend un individu qui a la manette, qui est capable de compter les individus, ou on peut le faire sur bande vidéo par après. Il y aurait toujours un risque d'erreur parce que au niveau du thermal, ben, est-ce que c'est un chevreuil, un caribou? Disons que je basé seulement sur l'image l'infrarouge thermique, ça pourrait être difficile. Euh, on pourrait conjuguer la caméra visible, la caméra thermique, mais le faire, disons, mais ça sera encore de l'ordre là, de devoir le compter. Puis, à terme, j'aime à penser là, que quelqu'un arrivera bien à perfectionner un algorithme qui pourra aider, du moins, à mettre un peu d'automatisme dans le processus, puis que le drone puisse le faire au moment du vol. Hmm. Euh, Parce que comme que oui, c'est là, ils le font par mais hélicoptère souvent, hein? ça peut se faire par drone. Donc, au niveau de la télédétection et de la faune, c'est donc le ministère des Forêts, des Ressources naturelles qui généralement là, pilote ce genre de projet-là. Il y a de la documentation puis des ouvrages qui ont été faits, là, documentés, accessibles là, au niveau de la méthodologie de travail pour ce qui est des tortues puis certaines espèces. C'est peut-être pas toutes les espèces parce que je pense que quelque part, on doit encore mesurer les impacts de l'utilisation des drones sur la faune. Le but est de les recenser, pas de les effrayer. Donc, Hmm. il y a tout un protocole là, qui est déjà en place au niveau du ministère, mais qui continue d'être documenté puis parfait là, au niveau de faire les choses en lien avec l'espèce, puis dans le respect, tout ça. Là. Donc, mais oui, c'est sûr que dans le cas des tortues, ça peut être le drone est probablement la seule façon d'avoir une image assez nette là, du nombre d'individus que sinon, ben, tu sais, ça va être dans des marécages avec des herbes assez hautes. Disons que c'est ça. Le drone aide beaucoup à ce niveau-là, mais ça se fait là, avec des caméras. On va simplement prioriser des photos dont la qualité on va dire, une plus haute résolution là, qui permet là, à même une image d'avoir plus de détails. Là. Donc, c'est ça. Puis, bon, les caméras zoom nécessairement pour compenser des distances qu'on ne voudrait pas parcourir là, Ouais. avec le drone, là, quand on est dans un environnement où il y a beaucoup on va dire, de feuillage, des arbres. Donc, c'est ça. Ouais, ben j'ai appris justement dans mon cours de pilote que ben, ça peut être dangereux d'utiliser un drone à proximité des animaux parce qu'ils peuvent avoir peur, puis partir en courant, puis tu sais, se casser des os et tout ça. Fait que c'est quand même
faut être conscient de ça, je pense, quand on vole là, dans les endroits où les animaux peuvent être présents, là. Assurément, c'est sûr que au niveau, on va dire les drones qu'on aime utiliser pour ce genre d'usage-là vont souvent avoir une capacité de zoom, mais une capacité de zoom optique. Donc, puisque je disais, là, on va essayer de garder le plus d'écart vers l'animal, mais on essaie en même temps de s'offrir la meilleure qualité d'image là pour bien observer. Il y a quelques années, là, puis bon, peut-être que c'est plus loin que je m'en souviens, là, mais à mon sens, à moi, là, il y avait peut-être quelques années, on avait vu passer là, sur les réseaux la vidéo là, donc c'était un pilote de drone qui filmait un ours, donc une maman ours, son bébé, puis le fait d'avoir été proche, probablement ça avait induit un stress, mais là le bébé avait failli tomber. Bref, Hmm. ça avait tout été capté par caméra, là, donc ça venait un peu sensibiliser les gens là, à oui. D'ailleurs, c'est pas non plus là, sachant ça étranger là que au niveau des parcs nationaux, on interdise l'utilisation de drones. euh, d'une part, pour ne pas nécessairement déranger les clients, les usagers d'un parc ou d'un sentier, mais nécessairement là, que ça peut être aussi, je veux dire, sans le savoir, on peut déranger là, la faune, la perturber, là, voilà, il y a des Ouais. façons de faire ça. Ouais. Puis un Ouais, autre faut être, exemple serait les mamans oiseaux, les hirondelles. Il y a des drones qui ont été utilisés pour compter des œufs dans des nids d'aigles. Mais bon, maman oiseau peut être des fois de mauvais poil et bon, c'est ça. Il y a des nécessairement, on doit prendre nos précautions dans ces hmm. circonstances-là, mais c'est sûr que ça l'offre plus de possibilités de capter l'animal que auparavant, probablement, en se promenant simplement, là, on était capable d'en observer. OK, très intéressant. Puis avec tu sais, toutes les catastrophes reliées au climat qu'on voit, là, que ce soit les feux de forêt, les inondations, quelle est l'utilisation des drones tu sais, pour mesurer, observer, puis répondre à ces situations-là? Ben, prime abord, on parlait un peu plus tôt là, des caméras thermiques. Ben, c'est les mêmes caméras qui vont être utiles pour surveiller des foyers d'incendie. Donc, dépendamment des caméras utilisées, là, on peut voir très bien là, ou avoir une idée là, d'où se trouve un potentiel foyer d'incendie. Donc, c'est peut-être une mesure dans une optique premier temps là, de prévention ou de planification d'intervention et de supervision au moment du feu. Là, mais principalement, l'intérêt va être dans la détection de foyers d'incendie. Hmm. Intéressant, intéressant. Puis j'ai entendu, il y a beaucoup d'inspections de pipelines maintenant qui sont par drone, là. On peut espérer qu'il y ait moins de fuites parce qu'ils sont mieux surveillés par des drones? C'est sûr que l'aspect de... Et ça, ben, finalement, le fonctionnement, là, il y a plusieurs façons de faire cette détection-là. Il va y avoir des détecteurs de gaz à proprement parler. Donc, c'est vraiment Hmm. finalement, un sensor, un capteur qui est conçu pour détecter telle particule versus tel gaz ou un autre. Donc, il va y avoir des sondes multicapteurs qui peuvent aider à mesurer, qualifier la qualité de l'air. Et au niveau des pipelines, généralement, on y va avec des caméras. Donc, c'est sur la même... ça s'apparente beaucoup aux caméras thermiques, mais... donc, ils vont être paramétrés différemment, là, puis ça va être détectable à même des caméras et aussi, là, il y a la technologie laser. Donc, on a toutes ces technologies-là à notre disposition pour le faire. Maintenant, ça va être nécessairement aux opérants là, de s'en prémunir et de s'en servir plus fréquemment. Donc, c'est sûr que l'aspect du drone, si on va faire l'inspection plus fréquemment, Hmm. nécessairement là, on va mieux voir venir les problèmes ou du moins les atténuer le plus possible. Là. Donc, plus vite on détecte une fuite. Mais à savoir ça, malheureusement, il y a beaucoup d'initiatives comme ça au niveau du drone qui demeurent. La façon que je pourrais le formuler, c'est que il y a des méthodes de collecte au niveau de certains usages du drone qui se doivent d'être entérinés dans les façons de faire traditionnelles, de sorte que ça devient plus logique d'y recourir. Là. Beaucoup disons, de comptes à rendre, point de vue environnemental, des compagnies privées viennent aussi de certaines obligations au niveau là, de comptes à rendre du gouvernement. Donc, quand la méthode par drone va être reconnue dans certains segments, ça va aider à l'utiliser davantage versus tant qu'elles ne sont pas documentées et validées, ben,
c'est ça. On va y aller aux méthodes qui répondent aux besoins, celui de rendre des comptes simplement. Ouais. Parce que, tu sais, on a eu beaucoup de luttes là, anti-oléoduc au Québec, là, tu sais, puis j'étais allé dans beaucoup d'événements, puis à un moment donné, là, tu sais, les gens de l'industrie pétrolière ont dit, ah non, les oléoducs sont sécures, là, tu sais, juste l'autre jour, mon collègue, là, tu sais, a pris une voiture, là, tu sais, puis a descendu à côté de l'oléoduc, là, tu sais, d'un bout à l'autre. Mais je veux dire, tu sais, par drone, on peut avoir quand même une meilleure vue de ça, puis on peut le faire de façon plus fréquente. Puis Mhm. j'imagine aussi que quand on parle de fuite de gaz naturel, là, tu sais, qui est très important là, pour les changements climatiques, c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Mhm. Puis d'être capable de détecter des petites fuites là, tu sais, à l'aide d'équipements comme ça qui survolent les oléoducs, j'imagine ça peut être quand même utile parce que ça doit pas être tant facile à détecter sans drone. Effectivement, parce que finalement, c'est des gaz si invisibles, donc c'est pas à l'œil nu qu'on peut le voir. Il y a le même phénomène au niveau du méthane dans les lieux d'enfouissement technique. Donc, tout ce qu'on va enfouir dans le sol se dégrade, va dégager du méthane qui va fuir finalement. Et là, dans ce cas-ci, ben, le méthane, on le sait, là, est un gaz là, qui est beaucoup plus polluant là, que le CO2 à effet de serre, mais surtout, c'est aussi les risques pour les employés parce que un feu de gaz de méthane, c'est une flamme invisible. Donc, il y a des risques inhérents nécessairement à se balader sur un lieu d'enfouissement technique, mais encore plus, là, sachant là, qu'on peut même s'y brûler et perdre la vie. Donc, oui, mais encore une fois, comment je pourrais dire, il y a certaines entreprises, je dois le préciser, qui figurent dans notre clientèle qui, par souci d'être un bon citoyen corporatif, vont en faire plus. Mais sinon, on va dire le point de vue de l'entreprise privée, c'est surtout des fois la perte de productivité ou de profitabilité. Puis, ben, j'ai envie de dire, même si, euh, bon, on va dire la fuite est nocive, je pense que l'exploitant du pipeline n'a pas intérêt non plus à perdre là, d'avoir de fuite. Donc, disons que oui, c'est sûr que ça vient avoir. Donc, ça permet juste ça démocratise la possibilité de faire ces suivis-là de manière plus fréquente, constante, Ouais. assidue. Oui. Parce J'imagine qu'il y a un peu également. d'automatisme aussi dans le processus. C'est ce qui vient un peu rendre le tout possible parce que de nos jours, le coût d'avoir un employé de le faire, ben, c'est beaucoup plus cher. Là, donc, on va mesurer beaucoup la nécessité de certaines actions par rapport bon, l'humain puis son rôle, aussi l'importance qu'il y a par rapport à certaines choses. Le drone vient aider là, à des bouts de processus aussi, là, ou démocratiser là, Ouais. l'exercice. Ouais. J'imagine les normes gouvernementales, si la technologie de drone est disponible pour ça, pourraient resserrer un peu là, les normes d'inspection puis en avoir plus. D'une part, oui, mais en même temps, je vous dirais que s'il y a juste une façon de faire, qui généralement, le fournisseur de la dite solution, il sait que les gens sont obligés, il va la vendre très cher. Donc, à partir du moment où on va accueillir le drone comme manière de collecte, bien là, ça sera pas nécessairement le drone que, je veux dire, le capteur qui va faire le travail. En fait, c'est de simplement être capable de prouver, puis dans le temps, les drones vont, plus qu'on va avoir de données, plus ça va être facile de le concéder aux drones, mais c'est juste de pouvoir comparer la méthode traditionnelle au sol et au drone, puis de voir si les données sont cohérentes, à savoir si, exemple, dans la mesurage ou de l'air, ben, le drone, lui, a des hélices, il y a un vortex d'air, il déplace de l'air. Donc, il faut faut être capable de contrer là, on pourrait dire cette obstruction ou une interférence, si on veut, là, ça pourrait nuire au résultat. Donc, Ouais. mais ça, je vous dirais, il y a des produits intéressants, mais c'est le temps de faire certifier ces méthodes-là. Là, que, Ok, c'est encore en développement pour ça, hein. c'est ça, c'est qu'il existe toutes sortes de choses, mais malheureusement, ça va être souvent utilisé à titre expérimental, à Hmm. faute d'être certifié pour répondre à un besoin X. Ouais. Puis y a-t-il une grande industrie de ça au Québec, là, de gens qui travaillent là, à développer ces technologies-là, ou c'est surtout fait ailleurs? Euh, il va en avoir quelques-unes. Nous, on a déjà été, on a eu deux projets là d'ailleurs qui sont toujours en cours, mais deux projets dans ce sens-là. Oui, il va y avoir, il y a certains hubs là, où certains collèges, des cégeps. euh, euh, qui ont des programmes. Il y a des
des capteurs qui se développent pour mesurer le débit dans les rivières, dans les choses. Oui, je dirais que le Québec est un terreau fertile en ce sens-là, mais c'est sûr que, on va dire, il y a beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs, là, dont les États-Unis aussi. Hmm. Intéressant. Puis là, on peut parler un peu d'agriculture, là, parce Oui. que je sais que c'est quand même un grand chantier là, pour les drones. Puis Mhm. d'avoir vu le gros modèle de 100 kilos de DJI voler l'autre jour, là, tu sais, c'est quand même assez impressionnant. Puis, tu sais, de voir que on serait peut-être capable de réduire la quantité des produits appliqués parce qu'ils vont être appliqués de façon plus précise. Tu peux nous parler un peu de ces applications-là? Bon, oui, oui, bien sûr. Dans le fond, le drone, le Agras T100 dont on faisait la démonstration, là, ce que vous mentionnez. Donc, ça, c'est un drone conçu. C'est ce qu'on va appeler un gros porteur, finalement. Au niveau des drones, la, je vous dirais, les drones d'agriculture existent depuis déjà quelques années. Pourquoi qu'on commence à les voir maintenant au Canada? C'est qu'on vient de légiférer pour en permettre l'utilisation. Donc, il y a bien des technologies qui existent. Tout existe. Souvent, c'est juste une question de sous, mais c'est pas toutes les solutions qui ont un contexte de commercialisation favorable. Dans le cas de ces drones-là, on attendait que la loi le permette ou rende ça un peu plus simple d'usage. Euh, c'est sûr qu'on va en voir de plus en plus. L'agriculture a toujours été identifiée comme étant l'industrie au niveau mondial qui avait le plus grand potentiel au niveau des drones, mais de qui on s'attend aussi de la plus grosse croissance. Euh, je vous dirais, il y a deux aspects là, au niveau de l'agriculture et l'utilisation des drones. On parlait tantôt de caméras multispectrales pour valider la santé, l'état de plant. Ben, tu sais, un arbre ou un plant de patate, c'est le même principe. Mhm. Donc, il y a l'agriculture de précision. Donc, peut-être plus dans une orientation signée bio, où on veut ne pas utiliser de pesticides et d'insecticides ou voir le moins possible. Euh, donc, on va se servir des drones avec des capteurs multispectrales pour faire un suivi de culture. Donc, on va déceler une problématique. On n'est pas encore à pouvoir dire, ah, c'est ça le problème. Mais on sait qu'il y a une problématique, puis on peut la géoréférencer, la géolocaliser là, au centimètre près. Et ensuite, ben, vous avez un drone gros porteur qui remplit un réservoir de 90 litres. Donc, au lieu de systématiquement arroser l'intégralité d'un champ pour contrer un nuisible, exemple, ben, on peut seulement traiter les parcelles qui ont besoin. C'est ce qu'on définit comme étant l'agriculture de précision. C'est ne pas utiliser des produits à outrance, seulement ce qui est besoin. Euh, En contrepartie, il faut savoir que la réalité d'un producteur agricole est pas non plus évidente, puis à savoir, ils ont de l'intérêt pour la technologie. J'ai jamais rencontré aucun producteur là, qui n'était pas à l'écoute de ces solutions-là, mais en parlant avec eux, est-ce que c'est vraiment leur rôle de les piloter? Est-ce que certains me disaient que ça serait difficilement envisageable pour eux là, de pouvoir il y a nécessairement un intérêt pour la prestation de service. Donc, si je ne peux pas acheter le drone, le faire moi-même, ou je trouve ça compliqué, ou j'en ai pas le temps, parce que dans, le- dans la mesure où le drone le ferait tout seul, de manière autonome, sans intervention humaine, oui. Ça, je pense que les gens vont être au rendez-vous. Mais dans la mesure où on doit être là avec la télécommande, même si le drone fait un vol automatisé, on est toujours prêt à reprendre les commandes. C'est comme ça que la loi en ce moment fonctionne. Euh, c'est là où ça perd un peu de son sens pour eux. Néanmoins, l'aspect du drone est intéressant. Si on parle, exemple, là, de d'épandage ou d'arrosage, ben, il y a des journées dans l'année où, euh, pour une raison ou pour une autre, le champ ne peut ne pas être accessible. Il va ne pas être accessible à un moment donné quand la culture va avoir atteint une certaine maturité, hein. Mais aussi, dans certaines phases, exemple, là, ça fait une semaine qu'il pleut, ben, là, le sol est très boueux, moins stable. Et le tracteur, ben, lui, il va juste simplement défoncer un peu partout. On peut briser. Donc, ce qu'on me disait, c'est que au niveau des capacités des drones, on n'est pas encore à dire ben, l'épandeur là, qu'on on met derrière le tracteur qui Ouais. transporte des litres et des litres, ça serait, disons qu'on serait loin là, du but là, de pouvoir remplacer le gros épandeur par le drone. Néanmoins, juste dans les journées où on ne pourrait pas s'aventurer au champ avec l'épandeur sans courir de risque, ces journées-là, nécessairement, ont une incidence à la fin sur la productivité. Hmm. Euh,
Donc, si, exemple, il y a quelqu'un qui peut venir faire l'arrosage quand même avec un drone, que c'est non destructif au niveau du sol, ben, il y a de l'intérêt parce que le calcul là, est vite à faire, là, que ça vaut la peine. Voilà. Mais Hmm. on va en voir de plus en plus. Là. On vient de commencer dans un sens parce que bien qu'il y avait des technologies déjà utilisées ailleurs dans le monde, euh, pour notre part, on attendait beaucoup. On va dire que la loi l'encadre, là, ce qui est arrivé le 4 novembre dernier. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de changements dernièrement aux Oui. lois qui rendent ça un peu plus facile hein, pour les gens. Pour certaines choses plus faciles, et on vient d'ajouter, là, ou du moins de tracer les barèmes là, de l'utilisation de drones plus gros ou un peu comme on disait, là, les opérations complexes, nécessairement. Ce qui va sortir de ce qui était, on disait, les barèmes usuels du simple vol avancé ou de base. Hmm. Intéressant. Puis, y a-tu des agriculteurs qui utilisent les drones maintenant? Là? Tu sais, vous avez parlé de l'intérêt ou tout ça, mais y en a-tu Oui. qui sont allés Euh, et l'utilisent pour... en, il va y avoir des agronomes nécessairement qui ont commencé à intégrer les drones, qui vont s'en servir dans divers projets. Vite comme ça, là, j'en connais pas personnellement que on va dire, j'ai certains clients, dont un client qui a une ferme laitière qui les utilise. Ça peut paraître niaiseux à dire, mais ça arrive des fois qu'on perd une vache. Ben, il faut la trouver. Il y a eu même un cas là, au Québec là, où il y avait un troupeau complet là, Ouais, ouais. qu'on a. Donc, mais le drone, nécessairement, vient aider là, dans ces situations-là là, où on peut retrouver le bétail. Là, je sais que Ouais. ça l'a servi dans cette mesure-là, mais ça va venir. Ça devient un peu plus concret. Là. À partir du moment où on les voit en opération, on peut même les voir chez nous sur le rang, un voisin ou quoi. Donc là, les choses vont se mettre en branle. Là. Mais dans le moment, pour un producteur agricole, de s'acheter le drone, de l'opérer lui-même, euh, disons que c'est peut-être pas toutes les entreprises là, pour qui là, le choix est si évident que ça. Là. Ouais. Puis j'imagine c'est quand même, tu sais, ce que j'ai constaté un peu là, c'est que c'est quand même tôt là, tu sais, pour cette technologie dans le domaine de l'agriculture. Sont quand même très chers là, tu sais, je sais pas c'est quoi exactement le prix là, du gros modèle de 100 kilos, mais Ben, c'est relatif. Oui, on va dire, exemple, un drone de 46 000, ça peut paraître cher. Là. Pour le commun de mortel, oui, là, assurément. Je pense que dans le milieu agricole, là, ils n'ont pas tellement froid aux yeux. 46 000, c'est pas grand-chose à comparer à certains équipements là, qui doivent coûter mhm. beaucoup, beaucoup plus cher. Bon, ce qui est... Mais... euh, pour ce que c'est en réalité, c'est pas si cher que ça. Il y a un calcul qui se fait bien là, par rapport au retour sur investissement, là, parce que Mhm. c'est ça aussi. C'est qu'est-ce que ça va m'aider combien je vais gagner en productivité. C'est ça généralement qu'on vise. Donc la productivité végétale, puis euh, c'est ça. Ben, nécessairement, là, c'est tout ce qui peut avoir un impact monétaire. Là. Déjà qu'on est assez dans le milieu agricole, là, je pense. Euh, voilà. C'est pas. Comment je peux dire? C'est ça. Opérer une ferme, c'est beaucoup de travail. Donc c'est sûr que tout ce qui peut aider là, à rendre l'utile et l'agréable là, va être le bienvenu. La technologie, la première. Puis c'est quoi le plus grand frein au déploiement là, des drones pour les applications en environnement? Le frein, il n'y a pas de frein comme tel. Je pense que c'est peut-être plus la capacité des organisations à intégrer les drones. Faut savoir qu'en environnement, exemple au ministère, il n'y a pas de pilote de drone temps plein. Là, c'est pas une description de poste. Le drone est un outil de travail pour des techniciens. Donc, nécessairement, c'est des gens de l'industrie puis la majorité du temps, moi, je prêche des convertis, comme on dit. Donc, c'est des gens qui connaissent bien la réalité terrain, voient d'un côté ce que les drones peuvent faire, se mettent à imaginer comment ça pourrait améliorer leur travail. Mais disons que de nos jours, ben c'est ça, c'est s'acquitter des formations, acheter le drone, être autonome au niveau de le faire. C'est pas une montagne si laborieuse à gravir, mais il y a quand même une réalité où les organisations, je pense que c'est pas nécessairement la bonne idée, c'est juste la capacité de pouvoir faire former des gens, d'acheter les drones, de les mettre en service.
Puis j'imagine Donc, avec les prix qui descendent, là, ça va devenir de plus en plus facile là, dans les prochaines années. c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses dans notre économie actuelle là, qui montent de prix. Puis généralement, on va dire les drones, dont les drones, surtout les drones DJI, là, parce que autrement, ça serait pas le cas, mais les drones DJI descendent de prix. Donc ça, on va le prendre là. Oui, ça se démocratise davantage. Ça aide parce que l'exemple là, de la caméra thermique, il y a quelques années à peine, il n'y avait pas de solution, beaucoup en bas de 30 000 $ Maintenant, on va pouvoir avoir ça entre les 5 et 10 000 $. C'est ça aussi là, une manière de démocratiser l'utilisation des drones. Euh, mais j'aime à penser là, qu'on va en faire plus. Il y a aussi, on va dire, l'aspect là, des drones sous la barre des 250 grammes qui s'améliore constamment. Donc, qui sait ce qu'un drone en bas de 250 grammes pourra faire pour nous plus tard et offrir aussi à l'opérateur la latitude au niveau de comment on peut s'en servir. Mais c'est pas nécessairement un frein là, que, on va dire, en environnement, si le drone a une plus-value à amener au niveau de la collecte de données, si c'est pour amener de l'efficacité ou maintenant on peut croiser de la donnée, faire des choses qu'on pouvait pas faire avant, c'est sûr qu'ils vont le faire, mais en respectant leur capacité aussi là. Faut pas se leurrer, là. Aussi, on parle au niveau de la fonction publique, là, de potentielles coupures, au niveau du Québec, tout ça. Donc, Ouais, on check de moins en moins euh, les échantillons d'eau, ironiquement. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait, est-ce que le drone, je pense assurément là, un petit peu avec les annonces, la création au niveau du Québec d'un créneau en excellence des drones, au niveau du Québec, il y a les annonces là du gouvernement libéral au niveau des investissements. C'était beaucoup à saveur de défense là, mais nécessairement là, euh, je pense que ça va être le bienvenu, là, vraiment des investissements locaux pour développer des technologies drones ici. Assurément, ça peut juste Ouais. Ben, aider là, j'espère qu'ils vont mettre des investissements dans le côté environnemental et non de défense. À mon propre avis, là, tu sais, c'est pas mal plus utile, là. et effectivement, là, puis on a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Il y a en environnement un nouveau cadre réglementaire. On parlait de lieu d'enfouissement technique, mais la loi va changer. Donc, c'était en niveau de, on va dire, du tonnage, qu'il y avait certains relevés qui se faisaient ou pas. Donc, en dessous de tel seuil, c'est correct. En haut de tel seuil, il faut faire des relevés et il va y avoir finalement là, des campagnes qui vont se faire pour absolument tout. Donc, euh, si le fait de retirer les humains du terrain, on les remplace par les drones, qu'on est capable de le faire mieux ou encore ou en faire plus, ça serait l'idéal. Mais j'ose imaginer que oui. Ouais. Je pense bien. L'environnement, ça a toujours été gagnant là, à savoir si la solution répond à un besoin. On trouvera bien des gens pour l'acquérir. Mais disons c'est ça. L'innovation vient souvent des gens du milieu qui Hmm. connaissent l'instrumentation qui est utilisée, qui connaissent, je dirais, euh, c'est ça. Souvent, c'est comme ça vient l'innovation. Ça vient des gens du milieu ou des fois de prendre quelque chose, de le mettre en commun et de faire une solution. Ça n'avait pas été pensé à mettre ensemble, mais disons, des fois, on trouve euh, des solutions efficaces, mais qui sont simples aussi. Euh, mais bon, encore aujourd'hui, je vous dirais le drone, des fois, le soir, là, la tête vire, là, on pense à des choses, ils font qu'on connecting the dots, comme on dit, c'est disons ça commence à peine, voilà. Ouais, exact. Puis, Mais juste en l'intelligence, terminant, pardon, la pardon. question là, tu sais, d'échantillons Oui. d'eau là, tu sais, est intéressante. C'est quoi à peu près les prix pour ça? Puis cet équipement-là, il vient de où? L'échantillonneur d'eau pour Drone Expert, en fait, c'est un projet là, qui est en développement, donc j'ai pas un coût pour la vente, disons-le, mais c'est un projet là qui était à l'origine un projet conjoint avec l'INRS. Et simplement, donc, le principe est que les échantillonneurs d'eau existaient déjà, mais c'était de pouvoir en faire un qui contenait un peu plus pour certains, on va dire certains types de plans d'eau ou encore, c'était de développer aussi un treuil qui permet finalement le drone de rester à une certaine hauteur, de pouvoir descendre la sonde, puis de pouvoir aussi avoir la profondeur dans laquelle là, l'échantillon a été prélevé. Euh, mais je vous dirais que c'est encore en développement là, de notre côté là, que on aimerait bien arriver à ce moment-là, mais c'est ça, c'est encore en développement que Ouais. il y aura aussi là, on va dire l'aspect de il y a le produit qui peut répondre à un besoin X, mais tant que c'est pas une méthode certifiée, ça reste à usage, disons-le, expérimental, voilà.
OK. Ben, c'est intéressant de voir que vous êtes en train de développer ça ici au Québec, là, puis je veux dire, avec tous les cours d'eau qu'on a au Québec, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être très, très utile, puis surtout, vu que le gouvernement cherche à couper les budgets, là, malheureusement, l'environnement, peut-être ça pourrait un jour permettre là, de assurer le suivi des cours d'eau, là, tu sais, avec moins de ressources, là, même si je pense qu'il devrait en avoir plus et qu'on devrait prendre plus d'échantillons. C'est peut-être une technologie qui va me permettre un meilleur suivi. Donc, ben, je vous encourage là, dans ce projet-là qui peut être bien utile là, un peu partout au Québec. Puis, je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Puis, je trouve la technologie super intéressante. Puis, j'ai hâte à voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Oui, ben je suis tout aussi fébrile, puis c'est toujours intéressant de pouvoir parler des drones et de l'environnement. Nous-mêmes, en fait, je vous dirais, de développer des produits, c'est nécessairement pour un intérêt là, à la protection de l'environnement pour notre part. Notre premier projet là, est né de la catastrophe de lac Mégantic, par exemple. C'est sûr qu'on a toujours un œil sur les technologies, ce qu'elles peuvent faire, puis euh, c'était apprécié là, merci pour les questions, mais merci aussi là, pour pouvoir amener le drone là, on va dire par rapport à l'environnement. Là, ça mérite à être connu nécessairement. Là. Merci d'aider à ça. Oui, je pense que tous les écologistes, là, tu sais, devraient avoir un intérêt un peu pour les drones parce que, tu sais, même juste pour la surveillance, là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Fait que je vous remercie, puis on reste en contact. Merci beaucoup. À la prochaine.